Salut, salut. Voilà comment ça sort, c'est comme ça sort. En fait, voilà, la, la Cour des droits de l'homme, la Cour africaine des droits de l'homme, qui aujourd'hui, moi je ne sais pas si cette Cour-là est digne de ce nom. C'est les mêmes, c'est les mêmes. C'est les Africains du salon, hein. C'est les nègres du salon, comme on le dit. Les nègres du salon qui sont à la tête de cette cour africaine-là. Parce que, comment on peut comprendre que une cour africaine qui, en 2020, a donné un verdict, ce verdict donne une victoire à des plaignants. Et on fait recours, on remet encore le même problème. Et rien n'a changé. Il n'y a aucun élément nouveau dans ce qu'ils ont dit. Aucun élément nouveau. Aucun élément nouveau. Donc, ce qui veut dire que c'est le même sujet, c'est le même thème, c'est la même chose. Il n'y a rien qui a changé. Ok. Et on arrive à comprendre que cette même Cour de justice dit aujourd'hui, non seulement elle est venue même en Côte d'Ivoire inspecter un peu comment est l'atmosphère et tout. Voilà. Mais je crois qu'il y a quelque chose qui ne cloche pas. Parce que si vous avez pris une décision auparavant, même s'il y a eu 5 ans de cela, et qu'aujourd'hui le même problème se pose, moi je ne vois pas pourquoi vous venez vous dédier. Bon, c'est la même sauce, c'est le même RDR qui continue. Donc, on ne va pas s'attarder dessus. Moi, je dis ça pour mieux faire comprendre quelque chose. C'est les mêmes, la CEDEAO, l'UNOA, tout ça là, c'est les mêmes nègres de maison qui se présentent là. Donc, on ne fait rien avec. Nous, on veut écouter ce que le représentant du PPACI parle, dit. Voilà. Nous allons l'écouter attentivement et comprendre mieux. Comment je peux appeler ça, la position du PPACI. Surtout, comprenez que ce qui va se passer ici, quand vous allez suivre ce débat, sachez très bien que l'opposition surtout a un objectif. Que le pouvoir en place fasse un RLE qui ne fasse pas, mais l'opposition continue son chemin, qui va faire un RLE pour organiser les élections. Même si le pouvoir en place ne veut pas mettre leur nom sur la liste, ça ne les intéresse pas. Il faut mettre ou ne mettez pas. Ce qui est sûr, il faut savoir que l'opposition fera son possible pour que le 4e mandat de Alassane Ouattara ne soit pas effectif. De deux, ils vont s'arranger afin qu'ils arrivent à faire une élection transparente, inclusive et apaisée. Ils vont s'arranger encore pour que, comment on appelle ça, il y ait une liste électorale fiable. Et la première des choses, c'est de refaire cette CEI-là. Cette CEI doit être recomposée, doit être balayée et refaire cette CEI. Donc, c'est des points essentiels pour l'opposition d'y arriver à ça. Donc, comme c'est vraiment un boulot colossal, donc ils vont se donner le coude afin de pouvoir y arriver. Mais dans cette vidéo,
il va vous dire un peu, de représentant du PBACI, il va vous en parler. Mais sachez très bien que ce monsieur n'est pas, le président Gbagbo n'est pas un politicien de trois balles. C'est un grand monsieur, il sait ce qu'il fait et il sait à quoi s'en tenir. Donc, pour l'instant, ce qu'il voulait, il a obtenu, c'est-à-dire avoir l'appui du PDCI, et il a, et les autres partis vont venir s'ajouter. Et là, ça formera le grand bloc. Parce que c'est ce grand bloc-là qui cherche. Déjà que les deux gros noyaux se sont réunis, ont créé le Front commun. Je pense que les autres partis vont venir s'ajouter. Je sais que le FPI va s'ajouter sans problème. Parce que le président Laurent Gbagbo demande à ce que tous les partis politiques adhèrent à Trop c'est trop. Aujourd'hui, c'est une alliance. Mais dans le fond, il y a le Trop c'est trop qui permet à tout citoyen d'intégrer ce mouvement-là. Donc, moi je crois qu'il peut avoir l'alliance, mais le mouvement prévaut sur tout. Moi je crois, le mouvement prévaut sur tout. Mais néanmoins de base, il y a l'alliance. Et niente, je vais vous faire écouter, voir cette vidéo-là. Et puis bon, s'il y a quoi que ce soit, on va en débattre, mettez des commentaires pour qu'on puisse débattre ça, quoi. Parce que cela fait plaisir de voir vos opinions, de lire vos opinions et de pouvoir donner aussi mon avis sur ce que vous en pensez. Ok? Et comme je l'ai toujours dit, nous allons... Merci d'être passé. On vous attend encore sur ce même plateau pour d'autres sujets d'actualité. Et nous serons rejoints maintenant dans quelques instants pour le troisième sujet de cette émission. Il s'agit bien sûr de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples qui a rejeté la requête des présidents Laurent Gbagbo et Guillaume Soro. Pour débattre de ce sujet, nous avons un autre consultant qui nous rejoint en plateau, Cédric Koné. Bonsoir. Bonsoir. Je rappelle que vous êtes juriste. Voilà. Tout à fait. Alors, il s'agit bien sûr de la requête de Laurent Gbagbo et Guillaume Soro, une requête qui a été rejetée par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples ce jour. Voilà. Elle aussi déclarée irrecevable la requête Guillaume Soro. Comment vous réagissez suite à cette décision? Alors, il n'y a pas de réaction particulière à avoir. Je dis que c'est une décision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Il faut l'analyser dans le fond et dans la forme. Et comment vous l'analysez? Alors, on peut dire que dans la forme, la Cour africaine des droits de l'homme a renvoyé l'État de Côte d'Ivoire et le président Laurent Gbagbo dos à dos. Parce qu'on a l'impression que cette décision-là minerait les projets et les espoirs du président Laurent Gbagbo alors qu'il n'en est rien. Cette décision-là ne s'est pas rendue devant la Cour africaine des droits de l'homme pour exprimer sa position sur la requête du président Laurent Gbagbo. Pour ce qui est du cas Soro Guillaume, la Cour africaine nous apprend que toutes les voies de recours internes n'ont pas été épuisées, donc elle n'est pas compétente pour dire le droit sur la demande de Soro Guillaume. Voici comment est-ce que j'analyse cette décision-là. Bien, que vous inspire cette décision, Michel Betta? Oui, il faut le dire, la seconde décision, parce qu'il y a déjà une première décision qui demandait que les différents personnalités soient réinscrites sur la liste électorale. Et la réponse que le pouvoir a trouvée, c'est de se retirer de la Cour, de botter en touche ces décisions-là. Vraiment, ça pose un peu notre cohérence de la gestion de notre État, la cohérence dans la décision. Parce que quand nous décidons d'appartenir à une Cour comme celle-là, c'est que nous acceptons de respecter ces décisions et non pas de botter en touche ces décisions. Et aujourd'hui, on voit que la diplomatie ivoirienne a mal à partir avec cette Cour-là. Donc, je me demandais même si elle avait pris une décision en faveur de ces personnalités, comment elle allait être impliquée en Côte d'Ivoire. Parce que l'État ivoirien n'en a que. Ça s'est démontré déjà plusieurs fois par la voix du porte-parole du gouvernement. Donc, aujourd'hui, pour moi, c'est sans surprise
que j'apprends que la Cour a rejeté cette décision, mais je veux toujours espérer que la politique ivoirienne donne une chance qu'on analyse ces questions-là pour que notre jeu électoral soit inclusif, avec des personnalités, non pas simplement par elle-même, mais par le nombre de personnes qu'elle draine après elle. On sait le poids politique du président Laurent Gbagbo, on connaît le poids politique du président Soro Guillaume, qui fut notre président de l'Assemblée nationale. On connaît aussi le poids politique de d'autres radiés, même qui ne sont pas sur la liste, notamment Sotidiane Diam et d'autres personnalités. Donc c'est pour dire que la Côte d'Ivoire traverse une période un peu difficile, critique, avec ces radiations multiples qui emmènent certains à consulter, à interpeller la communauté internationale à venir à notre chevet. Il faut que notre État, qui est dirigé encore par le président Alassane Ouattara, se pointe sur ces questions-là et non pas les laisser en suspens et les laisser en beauté en touche. Bien, Eric Dohou, la Cour rejette la requête du président Laurent Gbagbo ainsi que ses demandes de sursis aux décisions de radiation prononcées par le tribunal de première instance d'Abidjan. Elle déclare aussi irrecevable la requête de Guillaume Soro. Je tiens à rappeler, comme Michel Bétal l'a dit très justement, qu'en avril 2020, la Côte d'Ivoire a choisi de se retirer du protocole sur la Cour africaine des droits de l'homme, justement suite à des décisions qu'elle jugeait défavorables à son encontre. Donc c'est assez curieux aujourd'hui de voir des gens se réjouir. La décision vient à peine de tomber, mais voilà, j'ai vu suffisamment de réjouissance autour de cette décision qu'il faut lire, je pense, posément, et puis peut-être aussi avoir l'avis de personnes plus habilitées, de juristes, pour bien comprendre. Moi, j'ai eu l'impression en première lecture que la Cour africaine essayait simplement de se défausser dans une période un peu difficile de cette patate chaude qu'on lui envoyait, parce qu'effectivement, le PPACI est remuant, essaye comme il peut d'obtenir une décision favorable. Donc, pour moi, c'est juste beauté en touche. Mais voilà, moi, je me demande si finalement, après les réjouissances que j'ai vues, est-ce que la Côte d'Ivoire va pas demander à réintégrer la Cour africaine maintenant que les décisions lui sont favorables. Mais pour finir, je veux juste rappeler que nous sommes à 4 mois de cette élection cruciale. J'espère qu'on ne va pas rester enfermé dans ces débats. On a déjà fait 6 mois de jurisprudence sur la nationalité. On va faire d'autres questions juridiques encore sur ces histoires de procès, et on ne va pas arriver vraiment à ce qui est important pour les Ivoiriens, c'est débattre du bilan, vérifier vraiment si les fondations sont vraiment aussi inattaquables qu'on le dit, et puis parler des projets pour la Côte d'Ivoire pour la suite. Bien, Eric, la réaction et puis les conséquences également de cette décision. Je l'ai toujours dit ici que je n'ai pas pour vocation de commenter les décisions de justice. Mais pour la circonstance, parce que certains pensent que c'est une décision qui nous émeut, mais que nenni. Parce qu'il y a eu un moment où les gens avaient pour bouclier argumentatif des propos dithyrambiques à l'endroit de cette cour africaine qui faisait injonction dans une disposition provisoire d'inscrire les noms de ceux que vous connaissez sur la liste électorale. Mais aujourd'hui, 5 ans après, je pense que cette décision vient nous conforter, nous autres, de ce que nous avons des institutions solides en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, je me réjouis de ce que la justice de Côte d'Ivoire est une justice qui est véritablement impartiale, qui a donné une décision, laquelle décision a permis comme un fonds de base au Conseil, non seulement du président Laurent Gbagbo et du président Guillaume Soro, à l'effet de saisir la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, mais sur la base tenue de ces décisions de justice, la Cour africaine vient de renvoyer à leurs dépens ces différents requérants. C'est pour dire qu'effectivement, le droit a été dit en Côte d'Ivoire, et même hors des frontières ivoiriennes, le droit et la compétence de nos institutions ont été reconnus. Et aujourd'hui, on ne peut plus dire qu'il s'agit de décisions politiques. Parce que cette Cour que les gens ont saisie de par son impartialité et de sa neutralité vient de se prononcer. Et bien évidemment, on se rend compte que la décision qui a été rendue par cette Cour n'est pas loin, absolument pas du tout, des décisions qui ont été rendues par nos institutions de justice ici en Côte d'Ivoire. Maintenant, pour ce qui est de la continuité ou bien de l'avenir, il faut que les gens comprennent que dans tout système, il faut que nous dépassionnons les débats et qu'on sort de cette posture de victimisation qui, à la limite, on se retrouve dans un problème, c'est-à-dire qu'on devient, si vous voulez, c'est au-delà même de la victimisation, ça devient un mélodrame à la vérité. Je crois
on a toujours des choses qui nous sont reprochées ou bien on nous en veut parce que non. Quand on a eu à diriger la Côte d'Ivoire, et à un moment donné, on a été premier responsable de ce pays, où le PDCI a oublié la traque qu'elle a, on appelle ça, engagée vis-à-vis du président Alassane Ouattara quand il était au pouvoir. Et je le dis pour chose qu'on a, pardon, quand le PDCI était au pouvoir, sous chose qu'on appelle ça, le président Henri Konan Bédié, les dispositions que le président du PDCI avait prises à l'encontre du président. Merci. La justice ou bien le président Michel Bétard. Eric Bayala, c'est terminé pour vous. Cédric Koné, voilà, on se demande aussi, est-ce que cette décision ferme définitivement la voie au candidat Laurent Gbagbo et Guillaume Soro? Et puis, quelles sont les voies de recours, s'il y en a? Il y a des voies de recours, effectivement, qui sont des voies de recours exceptionnelles. On ne pourra pas en discuter en long et en large. Effectivement, il existe des voies de recours, des moyens pour qu'on ait une rectification sur cet arrêt qui a été rendu. Mais ce qui est intéressant ici, c'est ce que mon co-débatteur vient de dire. Bayala dit qu'on a des institutions qui sont solides, Bayala dit qu'on a des institutions qui sont crédibles. Je m'inscris en faux dans ce qu'il a dit. Parce qu'un chef de l'État qui a exercé le pouvoir de 2000 à 2011 comme Laurent Gbagbo, quand on veut lui reprocher des choses dans l'exercice de ses fonctions, c'est devant la haute cour de justice qu'on l'envoie. Pourquoi est-ce que je parle de la haute cour de justice? Parce que c'est cette décision-là, c'est la décision des tribunaux ivoiriens qui nous a conduits à Arusha. Et l'article 109 de la Constitution d'août 2000 dit que le président de la République n'est responsable que devant la haute cour de justice. Les ministres du gouvernement... Août 2000. Oui, août 2000. Cette constitution a été révisée en 2016. Eric Bayala, vous n'avez pas encore la parole. En 2016, ça a été reconduit à travers l'article 158, l'article 159. Donc, quand on est dans une république qui respecte les textes en vigueur, qui respectent la Constitution, on fait ce que le droit nous indique de faire et non prendre une cour d'assises pour juger un ancien chef d'État par défaut. C'est une décision qui est inique. C'est une décision qui n'est pas de nature à crédibiliser les institutions de la République, alors que nous travaillons pour qu'on nous respecte au plan international. Bien. Éric Doe, est-ce que cette décision ferme définitivement la voie aux candidats, les deux candidats Laurent Gbagbo et Guillaume Soro? Je ne pourrais pas le dire. Je ne suis pas un expert de ces questions juridiques. Comme je l'ai déjà dit une première fois, je vais le répéter. Nous sommes très proches de l'échéance électorale. Quand on regarde avec quel empressement la CEI nous mène sur le processus, je ne pense pas qu'elle va retarder les choses. Et j'ai peur, bien peur qu'à force de rester arc-bouté sur des batailles juridiques, qu'on perde l'essence de ce que c'est cette élection. C'est une élection présidentielle, ce n'est pas une élection pour élire le président qui a le plus souffert ou l'ethnie qui a été la plus martyrisée en Côte d'Ivoire. C'est une élection pour élire quelqu'un qui va nous diriger mieux qu'il faut. Donc il faut vraiment qu'on revienne sur cette question-là, ces questions du bilan passé et les questions des perspectives d'avenir. Bien. Michel Bétard, j'ai une autre question aussi. Est-ce que cette décision pourrait davantage affaiblir l'opposition ivoirienne, notamment le parti de Laurent Gbagbo, le PPACI, qui s'est rapproché du PDCI RDA, et puis pourquoi pas affaiblir Guillaume Soro? Non, moi je ne pense pas, parce qu'ils ont dit qu'ils sont dans un front commun et les questions qu'ils ont posées dans ce front commun-là, les 5 points dans cette question-là, ils figurent, c'est-à-dire l'inscription du président Laurent Gbagbo et de tous ceux qui sont radiés de la liste électorale. Et la situation devient de plus en plus compliquée avec cette décision. Non, loin s'en faut. Pour le PPACI. Non, ils ont privilégié, je crois, la démocratie, la démarche démocratique, c'est-à-dire le dialogue. Donc, ils ont inscrit leurs préoccupations qu'ils ont adressées aux autorités. C'est à elles maintenant d'accepter de s'asseoir pour en discuter et trouver les voies et moyens de régler cette question-là afin que, moi je le dis souvent, on oublie une chose. C'est-à-dire, en 1995, on a connu une élection où les candidats ont été exclus. Ils ont appelé à un boycott actif. En 2000, on a connu une élection où des candidats ont senti leurs droits bafoués. Ils ont appelé j'oublie l'expression, mais ils ont appelé à des manifestations pacifiques, mais qui sont la désobéissance. Ils ont appelé à la désobéissance civile qui s'est soldée par près de 100 morts. Si aujourd'hui, c'est vrai que le pouvoir
nous lance des incantations pour nous dire que les élections vont se dérouler de façon tranquille et autres. Mais imaginez-vous, si ces deux forces politiques-là appellent à des manifestations pendant les élections, vous pensez à quoi allons-nous assister? C'est des choses qu'il faut éviter. Quand on a connu 3000, quand on a connu plus de 100 morts, bon, il faut éviter que nos élections soient des sources de tragédie pour les familles, pour nous-mêmes les Ivoiriens et pour nos enfants. Donc, ensemble, pour vous, il faut trouver des moyens pour la réinscription de ces leaders politiques sur la liste électorale, des élections inclusives. Ah, bah, pour des élections, il faut trouver des moyens politiques. Et je pense que quand j'ai écouté le président du RHDP, le président Alassane Ouattara, le président de la République, dit que il est le président de tous les Ivoiriens. Je pense que c'est cette pêche-là, il veut se donner le temps d'exercer en décidant de reporter sa décision d'être candidat. Je pense qu'il veut donner la place aux politiques. Et je pense que cette place-là doit s'ouvrir dès maintenant avant qu'on arrive à l'échéance électorale. Bien, Éric Baya, la réaction? Je vais dire d'abord dans un premier temps que quand vous regardez la décision rendue par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, jamais elle n'a fustigé les conclusions ou bien les décisions de nos tribunaux. Elle n'a pas dit que la Cour... Laquelle des décisions? Parce qu'il y en a deux. Dans la Cour, je parle de celle adressée au président Laurent Gbagbo spécifiquement. Non, c'est un résumé que nous avons. Sur cette question, Éric Bala, vous allez répondre à la question. Allez, vous allez continuer, s'il vous plaît, rapidement, en 2 minutes pour terminer. Ok, donc sur cette question, moi je pense que comme nous l'avons dit, nous avons des institutions qui sont en place, des institutions qui sont fortes, dont leurs décisions n'ont jamais été mises en cause par des juridictions paranationales. Ça, c'est déjà clair. Maintenant, pour ce qui est de la vie politique, en fait, il faut que les gens comprennent que dans la vie de tous les jours, quand vous sollicitez quelque chose, il y a deux options qui s'offrent à vous. Soit vous l'obtenez, soit vous ne l'obtenez pas. Mais il y a des gens qui pensent dans leur subconscient que quand on pose un problème, la seule voie qu'ils tiennent, c'est qu'il faut absolument qu'ils obtiennent ce qu'ils doivent, ce qu'ils ont demandé. Sinon, ils sont victimes d'ostracisme et ils traitent les autres de tous les noms d'oiseaux. Mais non, ce n'est pas comme ça que la vie fonctionne. Quand vous posez un problème, il faut que vous-même, vous soyez convaincu que ce que vous avez demandé, soit on vous l'accorde, soit on ne vous l'accorde pas. Mais ici, cela ne relève même pas de la compétence de celui pour lequel vous avez formulé la demande. On dit qu'il y a une décision de justice. Parce que comment vous pouvez vouloir gouverner cette Côte d'Ivoire si vous-même, en tant que candidat, citoyen de cette République, vous n'êtes pas capable d'appliquer les décisions qui sont rendues par cette justice? C'est vrai, la loi est ce qu'elle est, mais elle demeure la loi. Et je voudrais paraphraser le président Laurent Gbagbo qui disait, et les vidéos sont là, à bombe, ce qu'on appelle la VAR, qui a dit effectivement, la loi est difficile, la loi est mauvaise, mais c'est la loi. Et que la loi même a été faite contre le président Alassane Ouattara, il a dit au forum. Mais aujourd'hui, voilà que le président Laurent Gbagbo crie à tue-tête, à huée, à dia, que bon, il est victime d'ostracisme, il a été expolié. Mais que gagnerait la Côte d'Ivoire à prendre des lois contre certains leaders politiques? Non. Pour les empêcher d'être candidats? La Côte d'Ivoire ne prend pas des lois contre certains leaders politiques. La Côte d'Ivoire juge des faits que certains leaders politiques ont menés et dont les conséquences leur sont rendues par le contenu des lois. C'est différent. Bien, merci. Parce qu'on n'a pas trouvé quelqu'un chez Pour terminer, je vous invite à prendre des notes. Non, c'est bon. Bien. Alors, on marque la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Mais avant, le carton rouge. Le carton rouge, le premier carton de cette émission avec Éric Dohou. Alors, mon carton rouge, j'en ai deux, je vais aller très vite dessus. Le premier, c'est un carton rouge que j'adresse à la Grande Chancellerie. J'ai remarqué en 2024 qu'on avait, je dis la Grande Chancellerie, mais toutes ces institutions qui donnent justement des distinctions. Je me rappelle que l'ancien patron antidrogue de San Pedro avait été condamné, alors qu'il avait été en 2018 distingué comme meilleur gendarme de Côte d'Ivoire. C'est assez gênant. Et tout dernièrement, on a un opérateur économique ivoiro-malien qui a lui aussi été condamné pour blanchiment d'argent cette fois, mais qui avait en 2019 été élevé au grade, je crois, de chevalier dans l'ordre du mérite de la Côte d'Ivoire par Madame Henriette Dagri-Diabaté. Ça fait mauvais genre, d'autant plus que nous sommes aujourd'hui sur la liste grise du GAFI de l'Union européenne, donc c'est pas un bon signal à envoyer. Et mon dernier carton rouge rapidement, c'est pour l'État Kobenan Kwasi Adjumani, qui a fait une conférence de presse à son parti hier, je crois, et qui parlait du logo du PDCI et qui a dit beaucoup de vérités imaginaires. Il a fait deux grandes erreurs pour quelqu'un qui porte une voix aussi hautement symbolique en tant que porte-parole d'un parti d'opposition qui se dit
le meilleur du pays. Il méconnaît l'article 26 du Code électoral qui dit que les armoiries de l'État de Côte d'Ivoire ne peuvent pas figurer sur le logo d'un parti. Donc quand il explique que l'éléphant en marche sur fond vert, ce sont les armoiries de la Côte d'Ivoire, donc ça appartient à tout le monde, on peut le mettre, c'est totalement faux. Et en plus, il est en train d'un discours différent de ce que ses prédécesseurs ont dit pour expliquer la présence de ce logo sur le logo du RHDP, parce qu'ils avaient dit c'est parce qu'on avait été ensemble à un moment que ce logo était là. Donc il faut que nos hommes politiques comprennent qu'au poste où ils sont, leur parole doit être mesurée et qu'on a besoin d'avoir des hommes politiques auxquels le peuple peut avoir confiance. Bien, Cédric Koné, carton rouge. Alors, mon carton rouge, il est adressé au ministère de tutelle de tous les organes de presse écrite, parce qu'il est impossible aujourd'hui pour moi de trouver dans les kiosques à journaux certains titres de journaux, et ce n'est pas très agréable de toujours nous rediriger vers la presse numérique. Voilà, parce que la presse papier, on en a besoin. Il y a des personnes qui viennent d'une certaine époque qui y sont habitués, et ça montre qu'on ne soutient pas suffisamment nos entreprises de presse, en particulier les entreprises de presse papier, qui ont fait la pluie et les beaux jours de la Côte d'Ivoire à une certaine époque. Donc j'insiste, il faut que le ministère de tutelle, je pense que c'est le ministère de la Communication, mette les moyens, c'est-à-dire pas uniquement les moyens financiers, mais les moyens réglementaires à disposition pour qu'on puisse nous sortir des journaux papier. Michel Betta, carton rouge. Oui, moi, mon